Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour dévoiler la 6e vidéo, la 6e case de l'Avent du métronome. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, je vais vous recommander quelques lectures parfaites pour cet hiver. Mais avant ça et avant que j'oublie, on va ouvrir ensemble la 6e case de mon calendrier de l'Avent des bougies. Et la 6e case, elle est ici. Alors, voyons voir. Alors, c'est écrit citron vert menthe. J'espère que cette fois-ci, ça va vraiment sentir citron vert. Ah oui, il n'y a pas photo. Non, c'est quand même principalement citron vert. Mais aussi pas mal la menthe. Ah ouais, non, ça sent super bon. Bon, allez, comme d'habitude, je vais la lancer pour qu'elle m'accompagne pour cette vidéo. Je dois dire que le format chauffe-plat, ça se prête plutôt pas mal parce que ça dure quand même bien longtemps. Je pensais que ça allait durer juste peut-être 2 ou 3 heures, mais en fait, je l'ai fait brûler plusieurs heures et à plusieurs reprises. Parce que ça m'est déjà arrivé d'en relancer plusieurs fois, notamment quand je travaille justement sur les montages de vidéos, et il n'y a pas à dire, ça dure vraiment longtemps. Voilà, on est officiellement dans l'ambiance pour cette vidéo. Et sans perdre plus de temps, on va y aller parce que j'ai quand même 7 titres à vous parler, dont une saga, un roman historique, une nouvelle, 2 thrillers, une romance de Noël et une non-fiction. Et je n'ai pas d'ordre particulier pour vous présenter ces lectures, donc on va y aller au hasard. Le premier que je viens de piocher, c'est Sous un ciel étoilé de Clarisse Sabart. Oui, c'est une romance de Noël. J'ai lu une romance de Noël et je vous la recommande. On se demande où va le monde. Étonnamment, c'est la seule fois où j'ai lu du Clarisse Sabart et j'ai beaucoup aimé son style d'écriture. Et dans celui-ci, on la retrouve dans une comédie romantique à la sauce française puisque ça se passe en France. On va se retrouver à Valno, qui est le village de l'enfance de Chloé. Chloé qui vit à New York avec son chéri. Elle travaille dans l'édition et ça fait plusieurs années qu'elle vit là-bas. Mais elle va rentrer pour la première fois depuis longtemps dans son village natal justement pour retrouver sa famille et passer les fêtes de famille ensemble. Sauf qu'elle ne rentre pas pour rien, il se trouve qu'elle vient de se séparer de son chéri et donc elle pense guérir ses plaies auprès de sa famille. Sauf qu'il va se passer pas mal de petites choses puisque quand elle va rentrer, elle va se rendre compte que sa sœur jumelle Alban, elle vient carrément divorcer de son compagnon. Mais on va retrouver aussi quelques petites situations plus légères comme un concours de pull moche par exemple, une disparition de nains de jardin et même un possible nouvel amoureux. Et étonnamment, j'avais bien aimé cette romance de Noël, je l'avais découverte l'année dernière dans le cadre de mon challenge Babelio de 2023 donc. Et si je me souviens bien, c'était d'ailleurs le lauréat de sa catégorie roman d'amour. Et comme je vous le disais, je ne suis pas particulièrement romance, encore moins romance de Noël, mais ça l'a fait pour moi parce que, eh bien, j'avais peur que ce soit trop cuculapraline, trop téléphoné, trop facile, des situations vues et revues. Et en fait, c'était pas le cas. Enfin, ça peut vite l'être, mais pour moi, ça l'a fait, en fait, c'était une chouette lecture. J'avoue que j'ai surtout aimé l'ambiance de Noël, les petites décorations un peu partout, le concours de pull moche, l'ambiance, la magie des fêtes finalement. C'était très sympa et le fait que ça se passe dans un petit village en France, bah pour moi ça l'a carrément fait. Il n'y a pas besoin de partir à Pétaouchnok finalement. Je crois me souvenir que Clarisse Sabart avait noté quelque part, très certainement même dans les remerciements dans ce titre, qu'elle avait prévu une potentielle suite à ce roman ou un tome compagnon et je me demande s'il n'est pas sorti récemment d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, si vous cherchez une lecture douce, cosy, qui met du baume au cœur, qui donne le sourire et qui est clairement une lecture de saison, eh bien allez-y les yeux fermés. Une autre lecture de saison puisqu'elle se passe aussi à Noël et elle est d'ailleurs parfaite à lire le 23 décembre puisqu'elle est aussi très courte. Et figurez-vous que c'est une des abonnées qui m'en avait parlé à Noël dernier, quelques jours avant Noël puisque j'avais pu l'acheter et le lire avant le réveillon. C'est Scary Christmas de Aileen Macmillan. Et le sous-titre c'est carrément l'histoire du pire Noël. C'est une lecture courte et très prenante qui reprend carrément les codes de Ils étaient 10 d'Agatha Christie. Ça en est très largement inspiré sans toutefois avoir la même fin. Ça se lit très vite, ça fait 230 pages, mais comme ça se passe en huis clos et sur la totalité d'une seule nuit, eh bien on n'a qu'une envie, savoir la fin, démarrer un nouveau chapitre et le terminer. Ici c'est une lecture suspense, thriller, puisqu'on va suivre plusieurs personnages qui se retrouvent malgré eux, et surtout à cause d'une tempête de neige, enfermés dans un manoir en Écosse. Ils ont réussi à trouver refuge dans cette gigantesque maison qui paraît abandonnée, mais en même temps on a bien l'impression qu'ils étaient attendus. Faut savoir qu'il y avait même des paquets cadeaux qui les attendaient avec leur prénom. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet, sachez que chacun de nos personnages va en prendre pour son grade, et c'était bien mérité. Là aussi, une lecture qui se dévore. Un autre thriller parfait à lire en hiver, puisque ça se passe là aussi durant une tempête de neige, mais pas dans sa totalité non plus.
c'est La Reine du Noir de Julia Bartz. Et en plus, grâce à sa couverture qui brille, vous pouvez clairement le glisser dans la catégorie Lumière enchantée du Cold Winter Challenge. J'avais adoré cette lecture, c'était une de mes lectures favorites de l'année dernière, même si je me suis rendu compte avec le temps que sur la sphère anglophone du booktube, il y a beaucoup de personnes qui l'ont lu et qui l'ont pas apprécié, alors que moi je l'ai adoré. Le meilleur résumé que je puisse encore vous en faire, c'est tout simplement de lire la dernière phrase qu'on retrouve à la fin du résumé. Il y est écrit « 5 femmes enfermées dans un manoir isolé, jouées d'une romancière manipulatrice ». Avec La Reine du Noir, Julia Bartz signe un huis clos haletant, gothique et féministe. Bref, le cocktail parfait. Et je confirme, pour moi, c'était parfait. On va y suivre notre personnage principal, Alex, qui est une fan absolue de Rosa Valo, qui est une romancière à succès extrêmement mystérieuse. Elle donne très peu d'interviews, elle n'est pas un personnage public et elle publie un roman tous les 10 ans qui à chaque fois fait un carton. Il se trouve que Rosa Valo va offrir à 5 de ses fans la possibilité de participer à une retraite d'écriture dans son manoir avec elle-même comme tutrice, mentor de cette retraite. Et Alex aura la joie d'être tirée au sort et de faire partie des participantes. On va donc la suivre à la découverte de ce manoir et tout le long de cette retraite d'écriture qui va aller de mal en pire puisqu'elle va tout simplement démarrer avec une mauvaise nouvelle. L'une des autres participantes n'est autre que l'ancienne meilleure amie d'Alex avec qui ça s'est mal terminé. Vous imaginez bien que quand on enferme une demi-douzaine de femmes dans un manoir isolé et que pendant cette retraite d'écriture, il se trouve qu'il y a une tempête de neige, ça va mal se finir. Je l'ai adoré et je ne peux que continuer à le recommander. Même si avec le recul, je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde, mais sachez que si vous aimez les histoires dans les histoires, il risque aussi de vous plaire puisque entre certains chapitres, on va retrouver des extraits du livre qu'Alex commence à écrire justement pendant cette retraite. Un livre, une histoire qui est inspiré de l'histoire même du manoir de Rosa Valo, puisqu'il se trouve qu'avant que l'écrivaine l'achète, il y avait eu un terrible accident, puisqu'on avait retrouvé les précédents propriétaires morts. Et morts salement, hein, pas morts juste morts dans leur sommeil. Bref, une lecture que je vous recommande à 1000%. Tant qu'on y est dans les thrillers, je vais vous parler d'un titre que j'ai lu il y a là aussi un moment, il y a plusieurs années d'ailleurs, je l'avais emprunté à la médiathèque, et c'est un thriller inscrit dans l'histoire, c'est un thriller historique, ça se passe au Canada pendant le 18e siècle si je me trompe pas. Je veux parler de Vidigo de Estelle Faye. Là aussi un roman que j'avais adoré, d'autant plus qu'on a plusieurs points de vue et une double temporalité. Si je me souviens bien, on a la première temporalité qu'on ne visite pas beaucoup mais qui est importante, c'est celle du présent, mais en fait le présent c'est dans les années 1800 et quelques, où on accompagne une troupe de militaires qui investissent un phare et qui découvrent le propriétaire du phare qui va leur raconter une histoire. Et donc la temporalité principale, c'est justement celle de l'histoire qui est racontée et qui se passe justement au Canada. Et dans cette histoire qui se passe au Canada, on va suivre plusieurs personnages, mais du point de vue de notre narrateur qui peut potentiellement être un narrateur non fiable, je ne sais pas. Et c'est donc l'histoire de leur épopée. Alors je me souviens plus très bien d'où ils partent et où ils vont, mais il y a une histoire de naufrage et de survie, et notamment de survie pendant justement une tempête de neige, puisque encore une fois ça se passe au Canada et en hiver, donc forcément niveau quantité de neige et température extrême, on est plutôt pas mal. Et comme si c'était pas assez angoissant, les naufragés vont disparaître les uns après les autres. Là encore, je vous laisse le soin de découvrir en lisant Vidigo, parce que vraiment, je m'étais régalée. D'ailleurs, maintenant que j'en parle, je commence à avoir envie de le relire. Un autre roman historique, mais cette fois-ci absolument pas thriller, puisque c'est un roman inspiré de faits réels. C'est Un bûcher sous la neige. Je ne me souviens plus du nom de l'autrice, je crois que c'était Suzanne quelque chose, ou Susanna quelque chose, je ne sais plus bien. Mais là aussi, c'est un titre que j'avais lu il y a plusieurs années et franchement, il m'a marqué. On est ici parachuté en Écosse au Moyen-Âge et on va suivre plus ou moins le massacre de Glencoe. Là aussi, on a deux temporalités. La première, c'est celle du présent, où on va suivre un homme d'église qui est chargé de discuter avec Cora, qui est prisonnière. Elle est condamnée au bûcher puisqu'elle est considérée comme une sorcière. Et donc la temporalité principale, c'est Cora qui nous raconte son histoire depuis sa tendre enfance jusqu'à sa capture et sa condamnation au bûcher.
et à travers son histoire, on va revivre ce fameux massacre de Glencoe. Un roman particulièrement touchant puisque comme je vous le disais, il est inspiré de faits réels, le massacre a réellement eu lieu et Cora a réellement existé. Un roman historique où on parle de sorcières, de justice patriarcale et religieuse absolument abusive, de la place de la femme tout simplement qui était complètement abusée, de guerre de clans, de survie. Un roman ici aussi très féministe, je l'avais adoré. Et je pense qu'un jour je le relirai aussi. Je viens de vous parler d'un roman historique inspiré de faits réels et c'est la transition parfaite pour vous parler d'un roman de non-fiction qui est là un témoignage de faits réels, d'un fait marquant de l'histoire et qui est là aussi un roman très marquant pour moi puisqu'il a établi ma passion pour la littérature maritime. C'est Endurance, l'incroyable voyage de Shackleton, écrit par Alfred Lansing. Je n'ai pas ma copie puisque je l'ai prêté à ma sœur il y a bien 1 an et demi, 2 ans et elle me l'a toujours pas rendu. Et dans ce titre, Alfred Lansing nous retrace le périple et l'incroyable épopée qu'a vécu cet équipage de l'Endurance entre 1914 et 1917. Il se trouve que Lansing a carrément rencontré tous les survivants de cette histoire et récupéré les journaux et mémoires de ceux qui étaient décédés entre-temps pour pouvoir bâtir justement ce roman. C'est extrêmement détaillé, on a d'ailleurs parfois l'impression qu'on lit carrément le journal de bord de Shackleton, qui était le chef d'expédition justement, mais c'est justement cette accumulation de détails qui nous plonge vraiment dans cette histoire, et je me souviens que je le lisais à l'époque, j'étais dans mon lit, en plein hiver, j'avais pas de chauffage, et je frissonnais littéralement en lisant cette histoire, en imaginant ces personnes complètement isolées sur un iceberg au milieu d'un pack, à des milliers de kilomètres de toute civilisation. J'avais froid avec eux, j'avais faim avec eux, j'étais tout aussi angoissée que ces personnages et je me souviens avoir eu les larmes aux yeux plus d'une fois en me disant mais c'est pas possible qu'ils aient eu une chance incroyable au beau milieu de cette malchance absolument extrême justement. Là aussi, un roman que j'ai absolument adoré, que je recommande à toutes les personnes qui aiment la non-fiction ou qui aiment les histoires justement de faits réels, les histoires réelles. Moi je pense bien le relire un de ces jours, mais d'abord il faudrait que je découvre le témoignage de Shackleton lui-même, qui est l'Odyssée de l'Endurance. Il est dans ma palle du Cold Winter Challenge et de l'hiver. Je compte bien m'y atteler un jour, et une fois que j'aurai lu celui-ci, je relirai un de ces jours le titre d'Alfred Lansing. Bon, et enfin, le dernier titre que j'ai envie de vous présenter, c'est plutôt une saga. Je pense que vous vous en doutez parce que je vous en ai déjà parlé dans ma palle du Cold Winter Challenge et dans ma palle de l'hiver, mais vraiment c'est une lecture parfaite pour cet hiver. Enfin surtout le tome 2 parce que le tome 1 ça se passe plutôt dans le monde de la chaleur. Je veux parler bien sûr des Accords corrompus de Kelly Sinclair. Comme je vous disais, le premier tome, Rêve de glace, est absolument parfait pour l'hiver, sauf que comme le titre ne le montre absolument pas, il se passe quand même pas mal dans le monde de feu d'Ozolis. Il me semble que dans celui-ci on commence déjà à partir sur le monde de Glacium, qui est donc le monde fait de glace avec des températures extrêmes mais négatives, alors que dans le monde de base, là où vit Olina, notre personnage principal, c'est plutôt des températures extrêmes mais dans le sens chaleur extrême. Et dans le tome 2, on est quasiment tout le temps sur le monde de Glacium, et quand on quitte Glacium et qu'on va sur l'autre partie qu'on ne connaît pas encore mais qu'on commence à découvrir, il me semble qu'on a, alors pas forcément des températures extrêmes dans le sens glace, neige, tout ça, mais qu'il y a pas mal de vent et du coup on se les gèle quand même. Donc si vous aimez les sagas de fantasy mais qui se lisent vite malgré la taille, les personnages badass, notamment notre personnage principal qui est Olina, un world building plutôt élaboré puisque comme je viens de vous le dire, on a à la fois un monde de feu d'un côté, un monde de glace de l'autre et un entre-deux qu'on ne fait que traverser avant d'en apprendre plus. Il y a aussi un système politique très élaboré qui est très sympa. Si je me souviens bien, je crois que c'est tous les 10 ou 20 ans, il y a une délégation d'un monde qui va visiter l'autre. Et au tout début de Rêve de glace, donc le premier tome, il y a eu la délégation de Glacium qui est venue visiter pendant 1 an le monde d'Ozolis. C'est justement comme ça que notre princesse du monde de la chaleur a rencontré le prince du monde de glace et qu'une histoire d'amour est née. Évidemment, une histoire d'amour maudite. Et évidemment, une malédiction qui va entraîner toutes les aventures qu'on va retrouver là-dedans. Si vous aimez aussi les complots, les histoires de vengeance, c'est parfait. Ceci dit, je vous conseille cette saga, mais je n'ai lu que les tomes 1 et 2. Et si vous avez vu
ma vidéo de la pile à lire du Cold Winter Challenge, j'ai prévu une relecture de ces 4 tomes. J'ai extrêmement hâte de me replonger là-dedans, de redécouvrir les tomes 1 et 2 avant d'enfin prolonger justement le plaisir avec le tome 3 et 4 et de clôturer cette saga. Voilà ce qui conclut cette 6e vidéo de l'Avent du métronome. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous ne souhaitez pas me laisser un long commentaire, vous pouvez toujours me laisser l'emoji glacé. Et nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de l'Avent du métronome. Bye bye!